Bonjour à tous, dans le cadre du cours AFIP 2013 de l'ESILV, nous allons vous présenter les contingent convertible bonds, plus communément appelés les COCO bonds. Avant de vous parler précisément de ces instruments, nous allons décrire les obligations convertibles simples, puis parler des fonds propres des banques ainsi que de leurs subordonnés. Nous définirons enfin les COCO bonds. Les obligations convertibles sont des titres hybrides composés d'une obligation et d'une option d'achat sur action. À ce titre, elles versent un coupon régulier, remboursable à l'échéance, et sa valeur de marché fluctue en fonction des taux. Elles présentent toutes les caractéristiques d'une obligation classique, sauf une. En effet, son remboursement peut ne pas être rémunéré en numéraire, il a alors lieu en actions. Les fonds propres des banques sont composés de deux entités, les réserves et les capitaux propres. À ce titre, il existe deux sortes de ratios de fonds propres. Les critères qualitatifs, ce sont les capitaux pouvant sortir du bilan de la banque du jour au lendemain, qui ont moins de valeur que les capitaux propres, et les critères quantitatifs. Suivant le niveau de risque généré par les activités, celles-ci nécessitent plus ou moins de fonds propres pour absorber d'éventuels chocs. On parle de ratio de fonds propres. Par exemple, le ratio Tier 1 correspond au noyau dur des fonds propres d'une banque. Les titres subordonnés sont des obligations dont le remboursement, en cas de faillite ou liquidation de l'émetteur, n'est pas prioritaire et est subordonné à celui des autres créanciers détenteurs d'obligations de rang supérieur. Dans l'ordre de remboursement en cas de faillite, les titres subordonnés viennent donc en général après les obligations classiques ou seniors, mais sont prioritaires par rapport aux actions ou aux titres participatifs. Les COCO bonds ont été créés comme un mécanisme de sauvetage pour introduire des capitaux supplémentaires dans des conditions de marché défavorables. Ce produit peut être utilisé comme un capital de régulation sous les règles Tier 1 et Tier 2 des accords de Bâle. Les COCO bonds permettent de transférer les risques vers les investisseurs privés dans des périodes de grand stress de marché et non plus vers les États comme nous avons pu le voir après la crise de 2009. On remarque ici l'émission de COCO des 5 dernières années pour une valeur de 75 milliards de dollars. Les COCO bonds sont des obligations de capital hybrides qui absorbent les pertes selon les modalités contractuelles quand le capital de la banque émettrice tombe sous un certain niveau. Il existe plusieurs types de COCO bonds. Les contingent convertible bonds ont une caractéristique de conversion de l'obligation en action de la banque émettrice si les conditions du trigger ont lieu, à un prix convenu à l'avance. L'autre possibilité est que ces obligations disposent d'une dépréciation de la valeur nominale lorsqu'un événement spécifique se déclenche. Ces caractéristiques de réduction de la valeur sont de plus en plus favorisées par les organismes de régulation. Nous pouvons voir ici le mécanisme simple des COCO. Lorsqu'un COCO est souscrit, si l'événement déclencheur ou trigger a lieu, alors on assiste à une absorption des pertes de la banque émettrice. Le trigger est en principe défini à l'avance, mais peut être modifié par les organismes de régulation nationale. Cette absorption des pertes peut se faire par une conversion en action ou par la dépréciation pure et simple du COCO. Des COCO bonds ont été émis pour la première fois en novembre 2009, offerts par la Lloyds Bank. On peut voir sur cette image la description de l'obligation sur Bloomberg. C'est bien précisé, une obligation de type COCO, et les caractéristiques sont définies en bas. Titre converti en action dès lors que le ratio Core Tier 1 de la banque devient inférieur à 5%. Les volumes d'émission de COCO sont en augmentation, et Standard & Poor's estime que les COCO bonds représenteront bientôt un nominal de 1000 milliards de dollars. Les qualités indéniables de ce produit sont pour les banques émettrices une amélioration de leur solvabilité à moindre coût. De plus, l'instrument est clair et défini précisément avec l'émission. On le voit de plus en plus comme un outil de rémunération pour les salariés, qui sont amenés à être prudents sur les risques pris par la banque. Les COCO sont quasiment européens du fait de leur avantage fiscal dont les Américains ne peuvent en profiter. En revanche, les COCO bonds connaissent des défauts importants. Le death spiral, pour les COCO convertibles en actions. En effet, si les traders veulent se couvrir contre le risque de conversion de la part de porteurs de COCO, alors ils vendent l'action à découvert et le prix de l'action baisse mécaniquement. Avec cette baisse du prix de l'action, les actionnaires s'inquiètent et vendent à leur tour. La baisse de l'action rend le trigger plus probable et les porteurs de COCO seraient amenés à se retrouver avec encore plus d'actions, d'où une nouvelle couverture. Pour les COCO dépréciables, le risque est évidemment de perdre la totalité de la mise de départ si le trigger est atteint. Par exemple, les souscripteurs de COCO émis par Rabobank en 2012 risquent une dépréciation de 75% du nominal et jusqu'à 100% de la valeur originale pour les COCO émis par UBS. Malgré les avantages évidents que présentent les titres COCO, il est à noter qu'aucun rôle précis ne leur a été accordé dans le schéma de solvabilité de Bâle III. La réglementation suisse fait la part belle aux COCO
qui sont pleinement intégrés au dispositif réglementaire de pilier 1 des banques suisses. Crédit Suisse et UBS font partie des plus gros émetteurs. En Angleterre, l'hostilité de la BOE à l'instrument n'a pas empêché la FSA d'approuver l'émission de ces titres pour certaines banques britanniques. La Banque de France s'est dite ouverte à l'utilisation de CoCo au cas par cas. Avec les cocos, les subordinations se retrouvent bousculées. En effet, les triggers peuvent être atteints avant une faillite de la banque, et donc les porteurs de cocos se retrouvent avantagés par rapport aux porteurs de titres subordonnés simples. En revanche, lors d'une conversion en actions, les fonds propres par action se retrouvent augmentés et ce sont les actionnaires qui sont avantagés. Le pricing des cocos n'est pas simple et les banques ont toutes leurs formules propres. Les paramètres essentiels sont ceux d'une obligation corporate normale, auxquels on ajoute la probabilité de conversion, le trigger, la maturité, le spread de CDS ou encore la notation. Dans le cas d'une conversion en action, le ratio de conversion et le prix de ces actions rentrent en compte. On voit ici l'indice de l'ensemble des cocos émis par Crédit Suisse avec les coupons réinvestis. On remarque que c'est un investissement rentable. À part une baisse lors de l'été 2012, on peut voir une hausse constante. Au vu des risques importants pour les porteurs de cocos, comme la dépréciation ou la conversion en action à un mauvais moment pour la banque, on remarque que sur le marché, pour des maturités similaires, les instruments cocos ont des coupons plus importants que des obligations classiques. On remarque sur cet écran Bloomberg que l'action et l'indice des cocos de Crédit Suisse fluctuent indépendamment avec une corrélation toujours inférieure à 0,3. Merci pour votre attention. Nous espérons vous avoir éclairé sur les contingents de convertible bonds.